ici sur le plateau du Champ des Possibles de l'Opinion au village Semence Sémaé. Et ce matin, nous allons aborder le sujet des transmissions, des installations des jeunes générations d'agriculteurs. Et pour le faire, je reçois François Beaupère. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, mais aussi vice-président des chambres d'agriculture au niveau national. Et vous êtes spécifiquement en charge de l'installation, de l'accompagnement des jeunes générations d'agriculteurs. Tout à fait, bonjour à vous. Bonjour. Pour commencer, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse un petit état des lieux. En France, il y a un peu plus de 400 000 agriculteurs. Une grande part d'entre eux se dirigent vers l'âge de la retraite. Et il va falloir renouveler toute une génération d'agriculteurs, surtout que le développement de l'agriculture biologique, par exemple, fait qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre dans les champs et que c'est difficile d'en trouver. Alors, il va falloir renouveler les générations, redonner du sang neuf à notre agriculture. Alors, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous brosser ce petit panorama ? Alors, c'est un panorama. Nous trouvons actuellement, donc, pour les 10 ans à venir, que nous allons constater que, sauf si la réforme des retraites nous percute fortement, mais nous avons un tiers des exploitants agricoles qui vont prendre leur retraite potentiellement d'ici 10 ans, auxquels se rajoute, et c'est aussi l'évolution de notre formation, ça fait partie du paysage, je dirais, classique. Nous avons des départs avant l'âge de la retraite qui viennent s'ajouter, ce qu'on appelle les départs anticipés. Après une première vie en agriculture, on souhaite se rediriger vers un autre métier. C'est une population qui est plus difficile à cibler, à identifier, parce qu'on décide parfois du jour au lendemain ou d'un mois à l'autre de quitter l'agriculture. Néanmoins, donc, nous, les chambres d'agriculture, nous mettons à la portée de l'ensemble de ces futurs départs en retraite ou départs d'activité pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est important qu'on accompagne d'abord le transmettant, le cédant, parce que c'est lui qui va aussi décider de son orientation. Est-ce qu'il souhaite céder pour installer ou tout bonnement confier ce bien à son voisin pour qu'il s'agrandisse. Et c'est une première part de la réussite pour arriver à une installation effective. Il faut bien avoir pensé le projet en amont. Alors, il y a deux cas de figure. Soit le nouvel arrivant est déjà un peu dans les lieux puisque c'est le fils de la famille ou le neveu, ou quelqu'un qui a un lien de parenté, qui a donc déjà une bonne connaissance de l'exploitation. Et puis on a un autre cas de figure, ce qu'on appelle les NIMA, les jeunes hors cadre agricole, c'est-à-dire des gens qui viennent d'un autre monde, dont les parents ne sont pas agriculteurs et qui décident de rejoindre les rangs. Alors, j'imagine que dans les deux cas, c'est pas la même chose et c'est pas le même accompagnement. Alors, c'est surtout de personnaliser cet accompagnement, parce que quand nous identifions ces différentes personnalités, ces différentes catégories, quand ils viennent au point accueil installation pour une première information ou pour un conseil adapté pour concrétiser leur installation, on identifie bien évidemment, soit ils ont accès à un bien foncier parce que issus des sérails, fils d'agriculteurs ou petits-fils, et donc une possibilité de reprendre un bien familial ou un bien d'un voisin, ou s'ils sont finalement en train de quémander pour chercher à accéder au foncier. On doit tout mettre en œuvre à cet endroit pour les accompagner, leur donner les codes, voire même les accompagner plus fortement par une forme de tutorat, parce que ce public a besoin aussi d'être accompagné auprès du propriétaire, avec le cédant, pour sécuriser, rassurer cet entourage. Et donc on a besoin de cet environnement de proximité, le réseau, les agriculteurs, les membres de la CUMA, qui peuvent être un peu des facilitateurs pour les accompagner. Et puis surtout, nos outils, parce qu'aujourd'hui, on a deux évolutions majeures. Celle qui nous permet finalement de prioriser vers l'installation l'accès au foncier. Mais on a le deuxième problème, c'est qu'on a une part du foncier qui est contournée par du transfert de parts de société et qu'on ne voit plus passer dans cet angle de priorisation pour les jeunes agriculteurs. Le foncier, ça reste un poids lourd sur les épaules des jeunes qui s'installent. C'est beaucoup de capitaux immobilisés, c'est des années d'endettement souvent. Est-ce qu'on peut un peu fluidifier le système peut-être pour alléger un petit peu la charge sur les jeunes installés? Alors normalement, le foncier ne devrait pas être une charge pour le jeune agriculteur, parce qu'il n'y a pas d'obligation à devenir propriétaire. On a plein de propriétaires fonciers qui sont prêts à louer leurs biens à des jeunes agriculteurs. Puis on a d'autres formules collectives. On a les GFA familiales, les GFA mutuelles. On est en train d'imaginer des fonds de portage. Tout à l'heure, on va ouvrir avec la FNSAFER
dans une heure avec le ministre le fonds de portage national qui va nous permettre finalement d'aller compléter ce dispositif. Et puis on a des fonds de portage régionaux, j'en préside un en région Pays de Loire, qui est un dispositif complémentaire et qui va nous permettre d'aller acquérir du foncier, des bâtiments et de les remettre à disposition temporairement vers des jeunes agriculteurs. Alors ça, c'est une part de l'accompagnement, l'accès au foncier, à la terre. Après, il y a toute forme de dispositifs qui sont là pour accompagner les jeunes qui arrivent. Alors il y a des aides techniques, par exemple. À quoi est-ce qu'on réfléchit quand on s'installe et à quoi les chambres d'agriculture, comment est-ce qu'elles accompagnent techniquement les installations? Alors le premier accueil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le point accueil-installation qu'on va faire évoluer aussi pour accueillir les futurs cédants, le PAIT, les jeunes agriculteurs, le syndicalisme jeune souhaite qu'on puisse aussi y intégrer un peu un état des lieux de la formation du porteur de projet. Donc le PAI, première porte d'entrée pour orienter vers les différentes organisations, le panel d'organisations qui sont sur le territoire, qui accompagnent l'installation et la transmission. Ensuite, ce jeune, eh bien, on fait un état des lieux de ses compétences et on lui propose des formations complémentaires pour monter en compétences par rapport à son projet, par rapport à sa filière qu'il a choisie, et on l'accompagne dans ces temps-là. Et le troisième temps, c'est établir avec lui, mais nous ne sommes pas les seuls à le faire, les centres comptables bien sûr le font à leur côté, le projet d'entreprise, ce projet économique. Et en Pays de Loire, à partir de cette année, on le complète par un projet d'économie qui était complété par un volet social et un volet environnemental, parce que si on n'accompagne pas aussi sur la gestion des risques, je crois qu'on ne prépare pas l'avenir en la matière. Qu'est-ce que je vais faire de ma ferme? Quel type d'agriculture je veux pratiquer? Est-ce que je vais faire de l'élevage? Est-ce que je ne vais pas en faire? Est-ce qu'il y a des secteurs de l'agriculture qui sont plus porteurs et d'autres qui sont un peu laissés, je n'allais pas dire en déshérence, mais un peu moins attirants pour les jeunes agriculteurs? L'élevage, par exemple, est-ce que ça plaît toujours aux jeunes générations? Alors c'est vrai que l'élevage a ses problématiques d'astreinte complémentaire, mais on a beaucoup de jeunes qui viennent vers l'élevage, mais pas forcément pour reprendre le type d'élevage du cédant. C'est ça aussi, on doit préparer aujourd'hui les futurs cédants à ce que leur entreprise, l'outil qu'ils ont construit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne sera pas forcément transmis à l'identique. Le porteur de projet arrive peut-être avec une production différente, ou avec la même production, mais peut-être avec une race différente, avec une taille d'atelier peut-être différente, et puis peut-être avec une volonté, on retrouve ça beaucoup dans les porteurs de projet actuellement, une volonté d'aller plus loin dans la démarche, c'est-à-dire d'avoir au moins un volet de transformation et de commercialisation à la ferme pour garder ce lien avec le client. Alors justement, c'est intéressant, les jeunes générations évoluent, elles innovent. Quel est le profil de ces jeunes qui arrivent désormais à l'agriculture? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors, s'il y a une chose dont on est sûr dans le profil, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est de moins en moins fils d'agriculteur ou d'origine agricole, il est de plus en plus non issu du milieu agricole. Qu'est-ce que c'est la proportion? Aujourd'hui, c'est plus de 50% déjà. Plus de 50% des jeunes qui s'installent sont des jeunes qui viennent d'un autre monde. Et quand vous reprenez l'étape d'avant, qui est l'entrée en formation, dans les formations agricoles, c'est, je crois, 80% de jeunes qui ne sont pas issus agricoles. Vous avez des lycées où vous avez quasiment que des jeunes urbains qui rentrent, mais avec une idée de l'agriculture, une image de l'agriculture très différente d'un autre. Et quand on voit la diversité des métiers de l'agriculture, on peut être demain salarié agricole, on peut être demain salarié d'une organisation professionnelle agricole, mais on peut être chef d'entreprise, on peut être salarié à la production ou à la transformation. Il y a un panel aujourd'hui de métiers qui permet à un grand nombre de venir finalement vers nos métiers. La plus grande concurrence, c'est avec aussi les autres filières. Quand vous arrivez dans une France où dans certaines régions on est quasiment au plein emploi, c'est pas simple de recruter parce qu'il faut aussi être en capacité de rémunérer à son juste niveau ses futurs salariés aussi, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire valoir auprès des jeunes générations pour leur dire, venez, on a des carrières intéressantes à proposer, vous pouvez être très libre de vos mouvements? Ce qui est certain, c'est que ces jeunes, ils viennent vers l'agriculture aussi avec pas une reprise, je dirais, à l'identique comme ma génération, il y a 40 ans, on s'est installé en tant que fils d'agriculteur pour prendre la suite de papa. Aujourd'hui, quand on choisit ce métier, on le choisit aussi avec un sens alliant bien sûr un projet de vie. C'est aussi pour ça que parfois les astreintes sont compliquées à faire admettre à son conjoint. Un projet de vie allié à un projet professionnel, seul ou en collectif,
Mais même nos structures sociétaires actuelles vont sans doute être réformées dans les 10 ans à venir parce qu'elles n'accueillent pas forcément, enfin, elles n'auront pas les jeunes en capacité de reprendre ces postes. Et on a pourtant plein d'autres possibilités d'accueillir des jeunes. Enfin, misons sur l'agriculture aujourd'hui, c'est un message qu'on peut porter, quoi. Alors, quid des enjeux environnementaux? Comment est-ce que ces jeunes générations les appréhendent? Comment est-ce qu'elles ont envie d'y répondre? J'imagine que c'est un souci qui est assez récent. Ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est devenu absolument central. Et comment est-ce qu'on répond à cette idée-là? D'abord, les porteurs de projet, je le disais, avec leur fibre, leur entrée dans le métier, ils y rentrent avec, je pense, une complémentarité de tous les sujets. Bien sûr, un volet économique. D'ailleurs, s'ils l'oublient, s'ils n'ont pas les compétences d'agronomie et d'économie, nous savons leur rappeler la nécessité de se former et de se compléter sur le sujet. Il y a toujours un volet environnemental. On y rajoute aussi depuis un moment un volet social parce qu'on a beaucoup de jeunes qui se sont intégrés dans un projet, qui n'ont pas mesuré la charge de travail que pouvait être la leur au futur. Et donc, il est important de raisonner aussi l'économie en temps de travail, quitte à rééquiper l'outil pour qu'il soit plus moderne et moins astreignant, embaucher bien sûr des salariés, mais tout ça c'est une réflexion qui doit être émanée au moment de l'établissement du projet. Et donc le volet environnemental, mais évidemment on l'intègre, mais c'est obligatoire parce qu'on s'intègre dans l'environnement, dans son environnement, et on appartient à un territoire, à un bassin, peut-être à un captage, donc on est obligé de prendre en compte aussi les vicissitudes de ce territoire, quoi. Et les femmes dans tout ça, à peu près un quart des chefs d'exploitation sont des chefs d'exploitation. Est-ce que dans les nouvelles générations, elles sont plus nombreuses et qu'est-ce qui les intéresse? Quels sont les types de projets qu'elles portent? Est-ce qu'il y a une spécificité ou est-ce que c'est indifférent? On est toujours en fonction des régions, entre 25 et 30-35% d'installations féminines. Moi, je ne les catégorise pas à part. Elles sont des chefs d'entreprise à part entière. Elles font partie de notre paysage. On a des jeunes femmes qui conduisent des tracteurs, tout comme les hommes, mais il n'y a pas de problème. Dans toutes les filières, mais plutôt les filières animales quand même. Elles ont cette spécificité de ce contact avec les animaux et ça se passe. Vous en avez beaucoup d'ailleurs dans le hall 1 qui sont là aussi pour porter avec fierté les valeurs de la race dont elles défendent les couleurs. Et donc nous on les accompagne bien évidemment à s'intégrer dans le paysage. J'étais hier avec une jeune femme qui, tenez-vous bien, a fait toute sa formation dans la cybersécurité. Et d'un seul coup, au moment qu'elle allait rentrer dans le travail, elle a dit c'est pas pour moi, je repars dans un autre métier, veut s'installer dans la Nièvre, en chèvre laitière. Elle part de rien, mais vraiment on l'a accompagnée, la Chambre d'agriculture de la Nièvre l'a accompagnée, sa banque, et puis un autre réseau d'accompagnement qui est le réseau Initiative France, qui est venu compléter le dispositif, qui l'a accompagnée. Elle était ravie de son entrée dans le métier et pourtant elle n'a pas commencé à produire. Elle est dans l'élevage de ses chevrettes. Et oui, on a plein de projets de ce type. Et ça, souvent, vous verrez peut-être que la semaine prochaine, on aura plein de jeunes qui vont arriver au PAI parce qu'ont eu une idée en passant au salon de l'agriculture. C'est assez atypique, mais c'est comme ça. C'est tout le bien qu'on leur souhaite. C'est aussi intéressant ce que vous dites. La reconversion vers le monde agricole, elle est aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sortent des lycées agricoles, qui sortent de formations supérieures, mais il y a aussi des gens dont c'est la deuxième vie. Et alors, est-ce que ces gens-là, c'est un public à part? Ils arrivent avec déjà des expériences professionnelles différentes. Qu'est-ce que ça donne comme teinte à ces nouvelles installations? Ça apporte beaucoup de diversité à la fois dans le paysage et ça apporte du débat, de l'enrichissement, je dirais, dans les échanges. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'accompagner ce public à la montée en compétence de ce qu'ils ont besoin seulement en plus, parce que finalement, ils arrivent avec un bagage général qui est souvent bien au-dessus de la moyenne. On a beaucoup de niveaux ingénieurs qui arrivent dans l'agriculture et c'est une richesse. Donc on leur apporte, je dirais, juste les modules nécessaires à la montée en compétences, comme je le disais tout à l'heure, sur la production, sur l'agronomie, ce sur quoi ils veulent s'enrichir. Donc ça, nous l'accompagnons bien sûr les champs d'agriculture, mais aussi avec les organismes de formation qui font le paysage, je dirais, de l'agriculture. Et donc on les forme, mais on les accompagne un peu de façon particulière parce que il faut, là aussi, on leur apprend pas à faire un business plan, ils savent faire. Mais voilà, mais c'est plutôt sur la partie technique souvent. Donc on a cette possibilité de faire du complément de formation
juste le besoin qu'ils ont, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne, l'outil de formation français? Est-ce qu'il est bien au niveau des enjeux? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Ou est-ce qu'il est bien adapté à la situation? Alors, dans le temps actuel, là, nous sommes en pleine réflexion donc, avec l'État, avec l'appui des régions, sur ce projet de loi d'orientation agricole et un pacte qui va s'établir entre la profession et l'État, et j'espère les concitoyens, sur l'avenir de l'agriculture. Et dans ce volet-là, il y a un volet qui s'appelle le groupe technique numéro 1, qui est sur orientation et formation. Les constats que nous faisons, c'est qu'on a, je pense, la formation adaptée en termes de contenu. Peut-être qu'il faut qu'on en change un peu les formes d'accès. Il faut qu'on révolutionne un peu, sans doute, les outils de formation. Mais nous avons les formations qu'il faut pour ouvrir l'esprit de ces jeunes, de ces porteurs de projets, pour qu'il y ait vraiment une ouverture à 360 degrés et être vraiment dans un questionnement de leur entreprise et être capable de réagir aussi bien sur de la gestion des risques climatiques, les enjeux environnementaux, et être aussi en capacité de dire mais mon système, est-ce que je ne dois pas le revoir sur le volet agronomie, laisser la charrue de côté, passer en agriculture de conservation des sols ou peut-être laisser cette plante qui est dans mon secteur ne réagit mal à mon milieu et en choisir une autre. Il faut qu'on les amène finalement à se poser cette question régulièrement, quitte à ce qu'ils soient accompagnés, et nous sommes prêts à le faire, quoi. Ça ne s'arrête jamais, l'adaptation d'une installation agricole. C'est permanent. Voilà, je crois que si on ne se remettait pas en cause régulièrement sur notre système, pas pour le choquer au point de faire des virages à 360 degrés, non, pour le faire évoluer dans le bon sens et s'adapter en permanence. C'est le principe de la transition, c'est qu'il n'y a pas de point d'arrivée, ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il est, selon vous, possible de réarmer l'agriculture française? On se rend compte quand même qu'on a perdu des filières, nos importations alimentaires augmentent fortement ces dernières années. Il faudrait un vrai choc pour qu'on reprenne un peu le contrôle de notre destin agricole. Il faut beaucoup de bras pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'y parvenir? Alors tout dépend de ce qu'on va être capable de réussir très en amont, c'est-à-dire l'orientation des jeunes vers les formations. Il faut qu'on remplisse ces formations, qu'on en développe des nouvelles si nécessaire, qu'on oriente, parce qu'on a un vrai sujet quand même. Hein. Quand vous êtes en 5e, vous n'avez pas beaucoup de conseillers d'orientation qui parlent des métiers de l'agriculture. On parle de l'industrie, des services, mais alors l'agriculture, ça n'a jamais fait partie des conseillers d'orientation, ça. L'artisanat, qui avait le même problème, a bien réussi à se remettre en valeur. Alors vous mettez en avant un point essentiel. L'artisanat a su, réussir sa communication. Je trouve que ce qu'ils ont fait était formidable en termes de messages. Gageons sur l'agriculture du vivant, sur cette agriculture de demain, eh bien, on soit capable de porter une communication large et très forte vers tous ces publics pour les attirer vers chez nous, les rendre, les amener vers les formations, les amener vers nos métiers, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on peut venir à l'agriculture même tardivement, on est preneur de ses bras. Enfin, il y a quand même quelque chose qui va être essentiel au départ, et je pense que ça doit faire partie du pacte avec l'État et les concitoyens. On ne peut pas continuer dans ce contexte à voir nos filières dépérir en production, en volume de production, voir l'importation augmenter, alors que tous les jours on dit mais il faut consommer local. Mais non, je suis désolé, si on veut consommer local, il faut acheter local, et il faut continuer à le faire, que ce soit sur les filières courtes ou les filières longues, parce que ici à Paris, ça va être compliqué de produire tout en local dans les bassins, les jardins en périphérie. Donc il faut bien qu'on ait des filières longues, que ce soit celles qui viennent de l'ouest, de l'est, du sud, pour approvisionner tous ces grands bassins de consommation des villes urbaines. Enfin, gageons que là-dessus, il y a une complémentarité entre le local à circuit court et le local, je dirais, filière longue de proximité. C'est essentiel qu'on ait cette complémentarité. Non, l'essentiel, il n'est pas là. Il est comment on regarde de la compétitivité sur le marché européen et sur le marché mondial pour que nos filières soient compétitives et pas, je dirais aujourd'hui, compromises par de l'importation à outrance. Et là, ça relève de la responsabilité, bien sûr, de l'acteur principal qui est le consommateur, mais qui a quand même quelques difficultés actuellement parce que son pouvoir d'achat qui a baissé. Mais c'est aussi l'action des collectivités au travers des projets alimentaires territoriaux, d'infléchir l'achat local. Ça aussi, c'est essentiel. On accompagne beaucoup de ces démarches
dans les territoires auprès des EPCI, des départements, pour relocaliser la production et finalement acheter local. Mais c'est aussi les grands donneurs d'ordre. Et on est parfois bordé par quelque chose qui s'appelle le code de la concurrence européenne. Et donc le marché de la concurrence, il est régenté et on doit s'y plier. C'est parfois compliqué parce que la notion de local, on ne peut pas la remettre dedans. Il faut que ça soit un cahier des charges environnemental. Bon, et on ne mange pas tous bio. Je pense qu'on a un panel de produits qui permettent de manger bio ou local ou conventionnel. Donc c'est quand même un peu compliqué, quoi. Bon, ça fait beaucoup d'enjeux à expliquer à une jeune génération. En tout cas, la France et l'agriculture française ont besoin d'elle. Merci beaucoup François Beaupère pour avoir détaillé avec nous voilà, toute cette jeune génération qui arrive. Quant à moi, je vous dis au revoir parce que c'était ma dernière émission sur ce plateau, c'est Maë, et je vous dis à très bientôt.